nous allons passer euh, à l'aspect institutionnel. Euh, L'intervenant qui devait intervenir n'a finalement pas pu venir. Alors, je laisse Michel Fayette nous nous donner quelques détails là-dessus. Oui, en fait, sur l'aspect institutionnel, il faudrait penser qu'aujourd'hui, la constitution libanaise repose sur l'accord de Taïf, qui a modifié la constitution qui avait été établie en 1926, qui avait déjà été modifiée une première fois en 1943. Donc, l'accord de Taïf en 89 est venu modifier une nouvelle fois cette constitution, qui en fait a été, la constitution a été amendée avec l'accord de Taïf en 90, l'année d'après. En fait, l'accord de Taïf a énormément de problèmes et on commence à le voir, enfin, parce que le Liban subit les accords de Taïf depuis plus de 30 ans. Je dis subit parce que pour ceux qui ne le savent pas ou ne s'en souviennent pas, il y avait eu plus d'un million de Libanais qui étaient descendus dans les rues en 1989 et 90 pour manifester contre l'accord de Taïf. Et donc l'accord de Taïf a été imposé le 13 octobre 90 par les armes syriennes, quand les Syriens sont entrés dans les régions libres libanaises et donc l'ont imposé. En fait, c'est l'accord de Taïf, c'est plus un compromis entre les pays entre des pays étrangers, des puissances étrangères, qu'un compromis réellement libanais. Parce que l'accord de Taïf est avant tout une entente entre les États-Unis, l'Arabie saoudite et la Syrie. Et plus tard, l'Iran est rentré en jeu, mais à la base, c'est vraiment les États-Unis, la Syrie et l'Arabie saoudite. Et en fait, donc, les Libanais enfin, il y a eu une guerre et c'est comme si la guerre n'avait pas eu lieu. On n'a pas résolu le problème. Le problème du Liban, c'est la lutte intercommunautaire entre les communautés, c'est-à-dire pour le pouvoir. Chaque communauté veut prendre le pouvoir au Liban. Chaque communauté a peur l'une de l'autre. Et ce problème-là, Taïf ne l'a pas résolu. Taïf a simplement créé un compromis entre les puissances régionales et internationales et également en 1992, quand Rafik Hariri est devenu Premier ministre, Taïf s'est transformé en espèce de partenariat entre chefs de milice transformés en chefs de parti, transformés en ministre, transformés en président du Parlement, etc. Donc en fait, depuis 1992, l'accord de Taïf a été euh, en fait enfin, est appliqué à la sauce de Hariri, Berri et Jumblat. Donc Berri et Jumblat, ce sont deux anciens chefs de milice. Il faut dire que jusqu'en 1984, ils étaient même déclarés hors la loi par l'État libanais. Mais en 1984, lors de les différentes conférences qui ont eu lieu en Suisse, ils avaient été imposés à Amin Jmaïel, qui était le président à l'époque, pour entrer au gouvernement comme ministre. Donc c'est depuis 1984, Nabir Berri et Walid Jumblat n'ont plus jamais quitté le pouvoir. Et Berri a pris la présidence du Parlement en 92 et ne l'a plus jamais lâché. Et comme je l'ai dit dans mon exposé tout à l'heure, en fait, donc, Hariri a pris certains organismes d'État, Berri en a pris d'autres, et Jumblat en a pris encore d'autres. Donc, c'est-à-dire, par exemple, Jumblat a pris la caisse des déplacés, Berri a pris la caisse du Sud, et Hariri a pris le CDR, c'est-à-dire le Conseil de développement et de reconstruction. Donc, le problème de cet accord de Taïf, qui est soi-disant un accord entre Libanais, c'est que c'est plutôt un accord entre des puissances étrangères, des puissances régionales et internationales. Et il y a même pas et on parle beaucoup de la Syrie dans l'accord de Taïf, mais la Syrie n'est même pas signataire de l'accord de Taïf. Donc en fait, les Libanais s'engagent, mais la Syrie ne s'engageait pas. Ce qui fait que avant que la guerre en Syrie commence en 2011, la Syrie en fait manipulait l'accord de Taïf à sa sauce sans laisser le moindre mot aux Libanais qui étaient eux complètement divisés et avec un accord qui leur avait été imposé. Dans l'accord de Taïf, il y a différents problèmes. Donc, il y a par exemple le fait on parle de décentralisation dans l'accord de Taïf.
décentralisation administrative. En fait, pour les gens qui n'ont pas lu réellement dans le détail l'accord de Taïf, c'est une bonne chose que l'accord de Taïf prévoit la décentralisation administrative. Mais en réalité, quand on y voit de plus près, l'accord de Taïf dit que il y a effectivement une décentralisation, sauf que le Kaimakam et le Muhafiz sont encore nommés par l'État. Donc, ça veut dire en fait qu'il n'y a pas de représentants locaux élus par les différents Kaza, les différents Muhafaza. Donc, ce n'est pas une véritable décentralisation, c'est une décentralisation qui est ratée. En plus, dans l'accord de Taïf, il est dit que le Liban est arabe dans son identité et son appartenance. Or, le Liban, il y a différentes choses. Premièrement, on ne définit pas ce que c'est que l'arabité. Et ça a toujours été le problème depuis l'indépendance du Liban jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'est-ce que c'est qu'être arabe? Qu'est-ce que c'est que l'identité arabe? Qu'est-ce que c'est que l'arabité? Tout ça n'est pas très clair. Et les Libanais ne sont ethniquement pas tous des Arabes. Même l'ethnie arabe est minoritaire parmi les Libanais. Et les Libanais n'ont pas toujours été arabophones. L'arabe n'a pas toujours été la langue officielle du Liban. La culture libanaise n'est pas qu'une culture arabe. C'est une culture assez variée. Donc, il y a pas mal d'éléments qui font que la question de l'arabité n'est pas réglée. Et on parle beaucoup donc d'un espèce d'alignement du Liban avec les Arabes, mais on sait que les Arabes sont divisés. On les pensait unis sur la question palestinienne, mais depuis quelques semaines, on voit même qu'ils sont divisés sur la question palestinienne, puisqu'ils signent des accords maintenant avec les Israéliens. Et même sur différentes choses, par exemple, l'accord de Taïf n'a pas réglé le fait qu'en 1987, le Liban avait soi-disant abrogé l'accord du Caire qui autorisait les Palestiniens à être armés au Liban. Et cela ne s'est jamais appliqué jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, les Palestiniens sont encore armés dans leur camp et à l'extérieur de leur camp. Et puis, par exemple, le passeport palestinien qui est délivré aux Palestiniens de Gaza et Cisjordanie, il n'est pas délivré aux Palestiniens du Liban, alors que les Palestiniens du Liban sont les seuls Palestiniens en dehors des territoires occupés à pouvoir voter aux élections palestiniennes. Donc, il y a quand même toute une hypocrisie qui n'est pas réglée au niveau de l'accord de Taïf. Il y a également le fait que la neutralité du Liban elle est mise en sourdine dans l'accord de Taïf et on voit combien la neutralité pourrait aider au règlement du conflit parce que comme Alexandre a dit, chaque communauté regarde à l'étranger quel pays étranger va bien vouloir la soutenir dans sa lutte pour le pouvoir. Or, la neutralité permettrait en fait un espèce de neutralisation de toutes ces ingérences étrangères et une neutralisation de cette lutte pour le pouvoir pour que chacun n'ait plus peur de l'autre, mais chacun pense que son premier partenaire, c'est son partenaire libanais. Et du coup, la première chose que le chrétien libanais devrait faire, c'est regarder vers son partenaire musulman libanais et vice-versa. Juste, je fais une petite parenthèse, une chose que pas tout le monde connaît, c'est qu'aujourd'hui au Liban, vous avez près de 2000 villages étalés sur tout le territoire. Vous avez des villages chrétiens sunnites, chrétiens chiites, chrétiens druzes, voire même chrétiens alaouites, mais vous n'avez aucun village sunnite chiite, sunnite druze ou chiite druze. Les musulmans n'arrivent pas à vivre ensemble au Liban. S'ils vivent au Liban, c'est grâce à la présence chrétienne dans ces villages et les chrétiens sont présents sur toute l'étendue du territoire. Donc, cette idée de partenariat entre les communautés libanaises, elle est importante à rappeler, à expliquer pour neutraliser donc cette lutte pour le pouvoir qui passe donc par la neutralité, une neutralité positive, permanente, reconnue et garantie internationalement, et une véritable décentralisation poussée, peut-être même jusqu'au régionalisme. Donc il y a aussi un autre problème dans l'accord de Taïf, c'est que l'accord de Taïf prévoit la suppression du confessionnalisme politique. Mais le confessionnalisme politique, le supprimer comme ça, déjà, ce n'est pas vraiment possible, ça créera des problèmes. Mais en plus, supprimer le confessionnalisme politique sans supprimer le confessionnalisme dans les administrations, dans les ministères, c'est ne rien régler. Et même faire pire que ça,
si on supprime juste le confessionnalisme politique, on risque de tomber dans l'idée d'une démocratie du nombre où justement une communauté ou des communautés imposeront leurs desiderata aux autres, notamment les communautés musulmanes sur les communautés chrétiennes. Et c'est pour cela il est très important d'unifier le statut personnel dans le code civil, c'est-à-dire en fait par exemple le mariage civil, parce qu'en fait ça permettrait d'empêcher toute idée de loi islamique charia au Liban. Et ensuite, on pourrait faire aisément le déconfessionnalisme, la déconfessionnalisation politique et la déconfessionnalisation, comme j'ai dit, dans l'administration, dans tous les hauts postes. Et remplacer ça par les critères de compétence, les critères d'ascension sociale, par le mérite, les compétences, etc. Il y a également une chose qui a été faite dans l'accord de Taïf, c'est que l'accord de Taïf a prévu la parité entre les chrétiens et les musulmans au niveau du Parlement, qui n'existait pas avant Taïf, puisque avant Taïf, les chrétiens avaient plus de députés que les musulmans au Parlement. Taïf a dit on va faire 54 députés chrétiens, 54 députés musulmans. Mais les Syriens, comme je dis, qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient de l'accord de Taïf, ont augmenté le chiffre dès 92, de 108 à 128 députés pour en fait complètement faire taire l'opposition chrétienne à l'époque, parce que l'opposition était essentiellement chrétienne contre eux à cette époque-là, et en faisant des lois électorales qui étaient en fait qui les arrangeaient eux. Par exemple, il y a une contradiction dans l'accord de Taïf. On prévoit la décentralisation, mais on prévoit une loi électorale sur la base d'une grande circonscription, une large circonscription. Or, la large circonscription, elle favorise justement la loi du nombre et elle est contre le principe de décentralisation. Au Liban, il faudrait choisir. Soit on veut faire un régime totalement confessionnel et dans ce cas-là, il faudrait que chaque communauté élise chacun de ses représentants. C'est la loi qui était appliquée sous l'Empire ottoman et c'est celle également qui a été défendue par le Rassemblement orthodoxe de Elie Ferzli il y a quelques années. Soit il y a une autre loi qui est quand même connue en France notamment, qui est la loi de la circonscription uninominale, c'est-à-dire que chaque député est élu par une circonscription. Donc une circonscription n'élit qu'un seul député. Et donc dans ce cas-là, on peut à terme supprimer le confessionnalisme de la loi électorale et chaque élu aussi se considérera en fait sujet à critique, sujet à perdre une élection s'il est élu une première fois, parce que en fait dans le cadre d'une loi uninominale, si jamais il ne fait pas bien son travail, il peut très bien perdre les élections juste après, parce que les citoyens sauront que c'est lui qui a mal fait son boulot et c'est lui qu'il faut remplacer, parce qu'au niveau de la circonscription, c'est possible, puisque la circonscription serait limitée à élire un seul député. En fait, c'est rendre responsables nos élus que permettrait la circonscription uninominale qui, comme je dis, est appliquée en France, est appliquée au Royaume-Uni, est appliquée aux États-Unis, donc dans les plus grandes démocraties occidentales, et qui pourrait être facilement appliquée au Liban. L'autre chose qu'a fait l'accord de Taïf, qui était vraiment considéré comme un diktat par les chrétiens en raison de cela, c'est de vider la présidence de la République libanaise de tous ses pouvoirs. En fait, le président de la République au Liban, qui était à l'époque le détenteur du pouvoir exécutif, aujourd'hui, non seulement il ne détient plus le pouvoir exécutif, mais il n'est même plus le chef de l'exécutif. On dit qu'il est arbitre, mais en fait, il n'est même plus arbitre. Par exemple, quand il y a un conseil des ministres, il a le droit d'y participer, mais s'il veut voter, il ne doit pas le présider. Et s'il veut présider le conseil des ministres, alors il ne peut plus voter. Vous voyez, il est complètement contourné. Par exemple, pour nommer, par exemple, lui, il est soi-disant le chef de l'armée, mais pour nommer le commandant en chef de l'armée, il faut que celui-ci soit accepté par le conseil des ministres. Pour prendre n'importe quelle décision, la signature du président doit être accompagnée de la signature du Premier ministre
et parfois même du ministre concerné. Donc, le fait que Taïf ait fait passer le pouvoir exécutif du président de la République au Conseil des ministres a créé différents problèmes. Parce que le Conseil des ministres est composé de différentes communautés et composé très souvent de nombreux partis politiques, chacun représentant une communauté différente. Et du coup, les partis et les communautés ne s'entendant pas parce que chacune fait appel à une puissance étrangère ou relève de l'une d'entre elles, tout est bloqué, tout est paralysé, rien ne se passe. Et c'est ce qu'on voit depuis 30 ans. Mais ce qu'on a vu plus récemment, c'est qu'en fait, il y a un problème également au niveau du pouvoir législatif. Parce que le Liban est une démocratie parlementaire, et en tant que démocratie parlementaire, donc le Parlement a un pouvoir très important. Et ce Parlement, en fait, donc fait la pluie et le beau temps, et notamment à travers son président, qui donc depuis 92 est Nabir Berri, qui choisit donc l'ordre du jour, les projets de loi qui passent au vote et celles qui ne passent pas, ce qui doit être discuté, ce qui ne doit pas être discuté, ce qui doit être discuté à nouveau et voté à nouveau et ce qui ne doit pas l'être. Donc en fait, le Parlement aujourd'hui est l'organisme le plus important des institutions libanaises. Le président du Parlement est l'homme le plus puissant du système libanais et le gouvernement aujourd'hui qui en fait à chaque fois représente les partis est une sorte de parlement bis où en fait on retrouve les mêmes partis, les mêmes représentants des partis. Donc en fait tout est bloqué parce que tout est fait de manière collégiale. Il n'y a pas de majorité et d'opposition, il y a une entente, il y a des compromis. Et quand on dit compromis, il y a très souvent des compromissions. Donc, rien ne peut se faire, à mon avis, dans le cadre de l'accord de Taïf. Et en fait, il y a également d'autres choses, une chose qui s'est passée au moment de l'accord de Taïf, c'est que quelque temps après, en 91, il y a eu le traité de fraternité qui a été signé avec la Syrie et qui a en fait qui s'est complètement associé à l'accord de Taïf. Et si jamais il n'y avait pas eu de guerre en 2011 jusqu'à aujourd'hui en Syrie, pourrait également faire beaucoup de choses au Liban parce que le traité de fraternité avec la Syrie a quasiment instauré une confédération avec la Syrie, puisqu'il y a carrément un conseil qui est le Conseil supérieur libano-syrien, qui est une sorte d'organisme gérant la confédération libano-syrienne. Donc le Liban, en fait, avec ce traité de fraternité qui n'est toujours pas abrogé, en fait, n'est pas complètement indépendant. Et alors, encore une fois, par exemple, l'accord d'Ottawa dit que le président de la République défend l'indépendance du Liban. Mais comment il peut défendre l'indépendance du Liban si ses mains sont liées par la Constitution qui lui donne aucun pouvoir? Donc, comment défendre une indépendance sans pouvoir? Et comment également défendre une indépendance alors qu'il y a un traité qui a imposé une confédération au-dessus de lui? Donc, moi, je pense que quand on a parlé de la crise économique et financière, il y a des solutions, et on en a parlé, qui commencent par exemple par le plan du gouvernement Diab qui avait été accepté par le FMI, mais il y a également des solutions politiques et institutionnelles et constitutionnelles à la crise au Liban, parce qu'il n'y aura rien qui pourrait être résolu au Liban sans deux choses. Un, le changement de gouvernance de la Banque centrale au Liban, parce que si on amène n'importe qui comme ministre demain au gouvernement, mais on a le même gouverneur à la Banque centrale, rien ne va changer. Et tant qu'on a le même système institutionnel au Liban, il faut sortir de Taïf pour changer le Liban, pour améliorer le Liban et sortir de la crise. Et ça passe, à mon sens, par renforcer les prérogatives du président de la République, instaurer une décentralisation poussée, donc, qui peut être le régionalisme comme en Espagne et en Italie, instaurer la neutralité positive et permanente, positive comme le sultanat d'Oman qui joue parfaitement son rôle entre les États-Unis et l'Iran, permanente et reconnue et garantie internationalement comme le Turkménistan, une loi électorale comme en France basée sur la circonscription uninominale où chaque circonscription n'élit qu'un seul député, et comme j'ai dit tout à l'heure, une sorte de laïcisation du système libanais avec l'unification du statut personnel dans le code civil pour permettre le mariage civil et uniquement ensuite supprimer le confessionnalisme
politique et supprimer le confessionnalisme dans l'administration, dans l'armée, dans les ministères, etc. Voilà. Je tenais juste à rajouter quelque chose. Il y a aussi la loi d'amnistie de 1991 qui a empêché le pays de se reconstruire véritablement. Et, euh, et justement, les leaders communautaires, les seigneurs de guerre se sont transformés en hommes politiques respectables, mais la société s'est pas reconstruite. Et c'est là le plus gros problème. Oui, il faut expliquer, à mon avis, qu'en 91, justement, le Liban était occupé par la Syrie, que Michel Aoun était exilé en France, que Samir Jaj, 3 ans après, a fini en prison, que Ami Jmeil était exilé aussi en France, Raymond Eddé était exilé en France, et Dani Chaoun avait été assassiné, et euh, aussi Fouad Abounader avait été menacé. Et, enfin, en fait, l'opposition chrétienne était complètement muselée. Donc, en fait, la plupart des chefs de guerre qui restaient étaient des chefs de guerre qui étaient pro-syriens. Donc, il y avait, comme on l'a dit, Nabir Berri, Walid Jumblat, quelques autres moins connus, mais il y avait également des alliés à l'époque de la Syrie, donc Eli Hbe'a et même Sami Jarja, parce que Sami Jarja, jusqu'au moment de l'accord de Taïf et les premières années de l'occupation syrienne, s'accommodait bien avec la Syrie et s'accommodait bien avec les gouvernements pro-syriens. Il était même représenté dans le premier gouvernement pro-syrien par Roger Dib, qui avait signé qui avait accepté, enfin, ce gouvernement avait accepté le traité de fraternité, donc dans lequel se trouvait Roger Dib, ministre représentant Sami Jarja. Et il y avait même certains membres du parti Kataib comme Jos Saad et autres qui avaient soutenu l'accord de Taïf, qui étaient même ministres. Donc en fait, la loi d'amnistie, elle a d'abord été faite pour les amis de la Syrie, puisque comme j'ai dit, en 94, Jaj quand il a changé, il n'était plus d'accord avec la Syrie, ils l'ont mis en prison. Puis Michel Aoun, ils lui ont créé plusieurs affaires qui sont d'ailleurs tombées comme un château de cartes en 2005 quand la Syrie est sortie du Liban. Donc cette loi d'amnistie, je suis d'accord, il faut la supprimer. Comme d'ailleurs la plupart des lois d'amnistie, il en faut plus. Par exemple, en 2005, même quand Sami Jarj a été libéré de prison, la loi d'amnistie qui l'avait libéré a libéré également des djihadistes, ceux qui avaient attaqué l'armée libanaise en l'an 2000. Et la plupart de ces djihadistes qui ont été libérés avec Sami Jarj en 2005 ont attaqué Ashrafiyeh et ont brûlé les églises en février donc 2006 à la suite des caricatures danoises déjà du prophète de l'islam Muhammad. Et ensuite, ils ont participé à la création de Fatah al-Islam qui a combattu l'armée libanaise à l'été 2007. Oui, 2007. Et là, maintenant, comme on a dit aussi, Nabir Berri veut faire passer une nouvelle loi d'amnistie pour faire libérer donc, les djihadistes, la plupart étant ceux de Fatah al-Islam, et également les trafiquants de drogue. Lui, il fait ça avec l'accord donc, du Hezbollah, mais aussi avec l'accord de Hariri et Miati. Tous le font pour des raisons électorales, parce que les djihadistes sont sunnites, et donc ils espèrent qu'en les libérant, ils gagnent des voix électoralement. Et les trafiquants de drogue sont essentiellement ceux de la Beka, et donc essentiellement de régions chiites, et donc très probablement, très potentiellement des électeurs de Hamal et Hezbollah. Donc, toutes ces lois d'amnistie, il faut les empêcher, les arrêter. D'ailleurs, il y a l'histoire maintenant du secret bancaire également, où chacun se cache derrière le secret bancaire pour ne pas délivrer telle ou telle information, notamment la Banque centrale, mais également certains députés. Il y en a même qui ont démissionné pour ne pas avoir à divulguer leur, leur argent, leur fortune à travers la levée du secret bancaire. Et la loi justement du secret bancaire, elle a été dénuée et puis de son sens. Elle n'a pas été complètement votée, elle n'est pas votée. Enfin, il y a beaucoup de problèmes et il est temps de changer tout le système. Bon, ben, merci. Je vais maintenant passer aux questions que j'ai préparées. Ben, maintenant, je laisse la parole
à Alexandre. C'est des questions un peu générales. Oui, très bien. Alors, tout d'abord, je voulais connaître ton point de vue sur l'initiative française et si elle a encore une chance d'aboutir. L'initiative française a une chance d'aboutir compte tenu de la récente nomination de Saad Hariri à la tête du gouvernement, sachant que cette nomination a eu les faveurs finalement de la France. La France, quand elle est venue au Liban suite à la double explosion du port de Beyrouth, est venue avec l'intention d'imposer d'imposer des réformes, d'imposer la formation d'un nouveau gouvernement. Et je pense qu'elle a bien fait et non pas, elle n'a pas suivi la logique américaine assez agressive à l'égard du Hezbollah, mais plutôt a cherché à parler, discuter avec tous les partis, toutes les composantes politiques du Liban. Donc c'est pour ça que Emmanuel Macron a essayé de mettre de côté, je pense, il a été assez, comment dire, utopique de ce point de vue-là en essayant de mettre de côté les querelles partisanes de chaque parti, en disant lors des négociations qu'il fallait que les partis arrêtent avec leurs querelles du passé pour se mettre d'accord sur l'avenir du Liban. Il a également dit que c'était la dernière chance de ce système. Finalement, en disant ça, c'est un peu un pied de nez qu'il fait plus ou moins aux manifestants, à la société civile, qui finalement aurait pu voir en Macron comme une sorte d'allié potentiel de ces manifestations en essayant d'accorder un peu plus de crédit à la société civile. Mais aujourd'hui, en fait, il y a une différence entre la théorie et la pratique. L'initiative française est plutôt fait consensus dans tous les partis politiques libanais, dans le fond, du moins, comme je l'ai expliqué, alors que dans la forme, elle a été plus ou moins critiquée, notamment par le Hezbollah, qui a dit que ça manquait clairement qu'il y avait un ton, on va dire, qui est assez paternaliste et assez néocolonial, et que la France était venue ici pour donner des leçons aux dirigeants libanais. Mais le problème, je pense que cette initiative française, avec la nomination de Saad Hariri, c'est que, en plus de faire un pied de nez à la société civile libanaise, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Comme je l'ai dit, il y a un an, jour pour jour, Saad Hariri présentait sa démission. Donc là, en fait, je pense que Emmanuel Macron minore tout le problème de toutes ces querelles partisanes au Liban. Il n'y a qu'à voir le tandem chiite qui essaie de garder le ministère des Finances où chacun essaie de garder son portefeuille. Donc c'est là toute la différence entre théorie et pratique. Donc j'espère que cette chance accordée par la France et cette chance, si le gouvernement arrive finalement à former un gouvernement, qu'il arrivera finalement à faire consensus, ça m'étonnerait à l'échelle du Liban, mais à respecter au moins, du moins, les réformes qui doivent être mises en place pour l'avenir du Liban. D'accord. Michel, tu souhaites dire quelque chose ou... Oui, moi je pense que sur la question de l'initiative française, il y a également eu différents problèmes. C'est que déjà, quand Emmanuel Macron a fait son initiative, la plupart des partis l'avaient plutôt bien accueilli parce que la France était le seul pays qui tendait encore la main au Liban. Emmanuel Macron était le seul chef d'État à s'être déplacé sur place. Même le Hezbollah, malgré tout, était quand même assez ouvert. C'est par la suite où il a commencé à être moins ouvert parce qu'il y a eu différents problèmes qui sont rentrés en jeu. La première chose, ça a été le jeu des quatre. Enfin, en fait, Emmanuel Macron avait nommé 4 personnes pour gérer le dossier de son initiative. Il y avait euh, Pierre Duquesne, qui est en charge de l'économie et des finances, et 3 anciens ambassadeurs, donc Aimier, Fouché et Bonne.
Et le problème de ces trois anciens ambassadeurs, contrairement à Pierre Duquesne, parce que Pierre Duquesne est contre tous les partis politiques libanais, enfin, il les considère tous comme responsables de la crise, donc il n'a pas de favoritisme. Mais par contre, les trois anciens ambassadeurs, donc Bonne, Aimier et Fouché, sont tous les trois considérés comme étant proches de Hariri. Et le problème, c'est que quand le Mustafa Adib a été nommé Premier ministre, désigné Premier ministre pour former son gouvernement, et il a été d'abord choisi, avant d'être choisi par la plupart des blocs parlementaires, il a d'abord été choisi par le club des anciens premiers ministres, dans lequel est exclu Salim Hoss, mais dont font partie Fouad Signora, Sal Hariri, Tamam Salam et Najim Miati. Ils l'ont, en fait, ils lui ont dit à Adib, tu dois en fait faire comme nous on te dit. Donc ils ont essayé de nommer tous les ministres eux-mêmes, même les ministres chrétiens, les ministres chiites, les ministres druzes. Et tout ça, ça a commencé, les gens ont commencé à se poser des questions. Donc le Hezbollah a dit, mais comment, pourquoi est-ce que qui a donné le droit au club des anciens premiers ministres de nommer les ministres chiites et les chrétiens de même. Même on a dit, mais attendez, la Constitution, le seul pouvoir qui reste au président de la République, c'est de former le gouvernement avec le Premier ministre. Donc là, le Premier ministre, il ne veut même pas former le gouvernement avec moi, il ne veut même pas aller voir les blocs parlementaires, il ne me présente aucune liste, il ne me présente même, quand il me parle de rotation, il ne me propose rien. Il y a eu un sale jeu qui a été fait par le club des anciens premiers ministres. Et en fait, le fait que Macron ait dit ensuite, il est reproché essentiellement aux chiites d'avoir fait chuter son initiative, ça a été mal perçu par les chiites. C'est vrai que par contre, ils ont beaucoup insisté pour le ministère des Finances. Et ça, au-delà de l'aspect confessionnel, qui, oui, peut-être que ça donne une prérogative importante aux chiites par rapport à ce qu'ont les chrétiens ou ce qu'ont les sunnites, mais encore une fois, la personnalité la plus puissante du système libanais, c'est le président du Parlement qui est chiite. Mais au-delà de ça, contrôler le ministère des Finances, c'est contrôler le flux financier par lequel passent tous les ministères du Liban. Parce que contrairement à la France ou d'autres pays, chaque décision de chaque ministère, ou même du poste du poste de Premier ministre ou du poste de président de la République, tous les ministères, toutes les présidences passent par le ministère des Finances. Donc c'est le ministre des Finances qui a la signature pour toute dépense. Donc c'est un poste extrêmement clé. Et les chiites, donc Nabir Berri, en fait, le mouvement Amal, a mis la main dessus en 2011 et ne veut plus lâcher ce poste, notamment parce qu'il peut justement par là aussi couvrir certaines dérives que le mouvement Amal et Berri auraient fait. Et ils ont peur justement de laisser ce ministère et qu'ensuite il y ait des dossiers qui commencent à sortir. Et donc l'initiative française, comme on a dit, elle a abouti à quoi? Elle a abouti à la nomination de Saad Hariri au poste de Premier ministre. Alors même que les manifestants, c'était la seule chose qu'ils avaient obtenue, c'était sa démission. Et Macron avait dit, je vais être de votre côté. Donc il y a eu pas mal, maintenant il y a pas mal de déceptions, alors qu'au départ il y avait beaucoup d'engouement pour l'initiative. Tout le monde soutenait l'initiative, tout le monde avait accueilli Macron comme un héros. Mais maintenant il y a quand même une déception. Et l'importance aujourd'hui, je pense, c'est quand même qu'Emmanuel Macron continue son initiative et que l'initiative soit appliquée parce que c'est la seule voie de salut du Liban, parce que cela signifie l'accès au fonds de la conférence CEDRE et l'accès au fonds du FMI qui sont les seuls qui peuvent permettre au Liban de sortir de la crise économique et financière. Sinon, vraiment, le Liban peut tomber dans la famine d'ici la fin de l'année. D'accord, merci Michel. Je vais maintenant revenir vers Alexandre. Oui, C'est bon, tu me reçois? oui, c'est bon, c'est bon. Alors, c'était une question concernant l'initiative du patriarche maronite. Alors, il avait, il a lancé un mémorandum destiné à sauver la neutralité du Liban, dont la première composante est le non-alignement du Liban à des alliances.
des axes. Pensez-vous que cette initiative, penses-tu que cette initiative peut-elle aboutir? En fait, pour moi, c'est à la fois ironique et à la fois utopique. Ironique parce qu'elle émane de Bechara Rai, qui prend plusieurs fois position en faveur ou contre certains partis. Donc, il ne fait aucunement preuve de neutralité sur certains sujets politiques clés au Liban. Utopique parce que la neutralité, en fait, dans une région aussi mouvante, aussi complexe que le Moyen-Orient, est impossible. On peut le voir aujourd'hui, en fait, juste avec l'exemple syrien, du conflit syrien. Toutes les communautés libanaises ont eu un parti pris sur cette question de la guerre civile syrienne. La communauté sunnite a majoritairement été en faveur de l'opposition à Bachar al-Assad, alors que la communauté chiite, elle, a appuyé le président syrien. Pareil pour les questions israélo-palestiniennes, une majeure partie de la communauté libanaise fait et geste pour la cause palestinienne. Même pour vous dire, même pour un dossier qui ne touche pas nos frontières, le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a des répercussions également au Liban. La communauté arménienne est descendue dans les rues pour apporter son soutien à l'Arménie, tandis que la communauté sunnite à Tripoli, on l'a vu, descendait soutenir les Azerbaïdjanais et l'ingérence turque dans cette région. Donc je pense que la neutralité est impossible à partir du moment où l'appartenance religieuse, l'appartenance communautaire prime sur l'appartenance nationale. D'accord, merci bien. Je vais vous poser à tous les deux une question qui puisse... une question, alors voici la question. Pensez-vous que Pensez-vous qu'il faut mettre en place une assemblée constituante au Liban pour changer la constitution ou c'est pas nécessaire? Alexandre, tu veux commencer? Je pense que je ne maîtrise pas nécessairement ce sujet, mais je pense que le changement de constitution est quelque chose de primordial au Liban, même compte tenu du recensement qu'il faudrait faire au Liban, parce que le dernier recensement au Liban, et comme on le sait que c'est basé sur le confessionnalisme, il faudrait refaire un recensement officiel au Liban, parce que le dernier date de 1932. Mais je sais pertinemment qu'en refaisant un recensement officiel au Liban, il y aurait certainement des tensions confessionnelles, car il y aurait des pertes de prérogatives de certaines communautés au profit d'autres communautés. Donc, je pense qu'actuellement, il faudrait, pour le bien de la communauté libanaise et pour le bien de la société civile, un changement de constitution qui aille dans le sens du non-confessionnalisme, tout simplement. D'accord. Pour moi, disons, la question du recensement, on devrait l'abandonner parce que je pense qu'aujourd'hui, l'idée qu'il faut que tout le monde accepte, c'est que le Liban est constitué de... En fait, le Liban, c'est comme une société, une entreprise, où il y a deux partenaires qui ont chacun 50% des actions. Donc, vous avez le partenaire chrétien qui a 50% et le partenaire musulman qui a 50%. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, depuis la dernière élection législative de 2018, les Libanais de la diaspora peuvent voter. Or, les Libanais de la diaspora sont ils sont aux trois quarts des chrétiens. Il y a bien sûr, les Libanais d'Afrique sont essentiellement musulmans, mais il y a également des chrétiens. Il y a également quelques musulmans en Australie et ailleurs, mais l'écrasante majorité des Libanais de la diaspora sont chrétiens. Donc, et puis le recensement, alors que le Liban est fait de plein de vagues d'immigration, je ne pense pas qu'il faille jouer le côté recensement, mais par contre jouer la chose très clairement que les chrétiens ont 50%, les musulmans ont 50%,
Maintenant, sur la constituante elle-même, moi, je suis, comme je l'ai dit, je suis convaincu qu'il faut changer de constitution. Je souhaite le changement de constitution, mais je pense que il faut faire attention à l'Assemblée constituante de par qui elle est formée. Parce que si on va la former des députés qu'on a aujourd'hui, on va avoir le même résultat que l'accord de Taïf. Parce que l'accord de Taïf, en fin de compte, c'était les députés qui s'étaient réunis à Taïf pour faire cette constituante et ils ont débouché sur l'accord de Taïf parce que chacun avait reçu de l'argent, chacun avait reçu des pressions, chacun avait été menacé, etc. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y avait même un député qui était le député Pierre Dakash qui avait claqué la porte à Taïf, qui était revenu en héros à Brabda, accueilli par le peuple qui manifestait vraiment en champion. Parce, donc, il y a quand même une crainte de voir ces mêmes députés faire une constitution. En fait, je pense que le problème au Liban, c'est qu'on pense, et la preuve en est en ramenant Hariri comme Premier ministre, c'est qu'on pense qu'on peut changer quelque chose en ramenant les mêmes, ou on peut changer les choses avec les mêmes. Non, ce n'est pas possible. Ceux qui nous ont amenés jusque-là, c'est-à-dire depuis les années 80 jusque-là dans ces problèmes, ne peuvent pas résoudre nos problèmes. Le gouverneur de la Banque centrale qui nous a mis dans cette situation ne peut pas résoudre le problème. Donc, il faut quand même, si on fait une constituante, on doit faire une constituante avec des personnes neuves. Pas forcément, quand j'ai neuf, je ne veux pas dire forcément des jeunes, mais je veux dire des personnes qui n'ont pas ce background parlementaire, ministériel, pour pouvoir justement apporter quelque chose de plus neuf pour le pays. Mais juste pour rebondir à ton intervention, Michel, je pense que le problème, c'est que qu'importe les gens issus de la société civile est très politisée au Liban. Donc, même s'ils ne sont pas affiliés à un C'est vrai? parti ou s'ils ne sont pas dans un gouvernement, ils vont être politisés, ils vont être finalement facilement euh, monnayables par tel ou tel parti. On le sait très bien. C'est vrai, mais peut-être qu'à la fin, contrairement à ce qu'on a fait en 89 avec Taif, peut-être qu'à la fin, il faudrait l'instauration d'un référendum qui puisse valider ou pas la Constitution. Et d'ailleurs, le passage au référendum pourrait être utile à faire passer différentes lois. Par exemple, quand on voit qu'il n'y a toujours pas la loi sur l'indépendance de la justice et on voit justement les blocages de l'audit jury-comptable au niveau de la Banque centrale parce qu'ils ne veulent pas la levée du secret bancaire, parce qu'ils ne veulent pas l'indépendance de la justice. Il y a des choses qu'on pourrait faire passer au niveau du peuple qui ne passent pas au niveau du Parlement. Même si les députés Maguire ou je ne sais pas, je pense qu'au niveau du peuple, on peut obtenir une majorité de Libanais en faveur de l'indépendance de la justice, en faveur de la comment dire, récupération des fonds volés. Enfin, des choses comme ça, je pense, peuvent passer par référendum. En fait, il faudrait l'instauration du recours au référendum dans la Constitution pour permettre justement aux Libanais de dépasser les partis et les politiciens quand il le faut. D'ailleurs, juste une chose, je vais conclure sur ce point. Euh, en 1958, quand le général de Gaulle est revenu, il était revenu à la demande en fait, pour se trouver une solution à la guerre en Algérie et même la guerre en Indochine. Il leur a dit, avant de régler la guerre, je veux régler le problème constitutionnel, institutionnel français. Le régime parlementaire, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Moi, ce qu'il me faut, c'est une présidence de la République forte, le référendum, etc., etc. Et c'est de ça qu'est née la Ve République qui existe toujours aujourd'hui en France. Donc, je pense qu'on a le même problème au Liban. Comme en France, il y a eu la Troisième et la Quatrième République qui étaient parlementaires, et enfin, on arrivait à la Cinquième qui est toujours en place, qui est semi-présidentielle. Au Liban, on a eu les deux régimes parlementaires en 1943 et depuis 1990, et il est temps en fait de mettre un terme à ce régime parlementaire et passer à un régime semi-présidentiel avec des référendums, comme en France. D'accord. Juste encore deux petites questions et ça sera bon. Je voudrais tout d'abord parler de la loi électorale. Alors, la loi électorale de 2017 devait permettre à de nouvelles forces politiques d'émerger, mais les partis traditionnels présents au Parlement ont perverti le texte en introduisant un seuil d'éligibilité qui a annulé le principe de proportionnalité
dans la mesure où les listes n'ayant pas obtenu ce seuil minimal sont éliminées d'emblée. Ne faudrait-il pas supprimer le seuil de légitimité pour permettre aux nouveaux partis d'émerger? Moi, je pense que sur la loi électorale et les nouveaux partis, enfin, comme disait Alexandre, je pense que les nouveaux partis n'ont pas encore vraiment réussi à émerger, à s'imposer dans la société. Par exemple, ce qu'on a compris, c'est qu'il y a à peu près 2000 groupes qui veulent devenir des partis ou qui sont déjà des partis issus des manifestants. Donc, ces 2000 groupes, je veux dire, qui connaît ces 2000 groupes? Le problème, c'est qu'au moment de l'élection, et surtout si le Liban fait face à une crise économique encore puissante, il risque d'y avoir énormément d'achats de voix. Et ceux qui peuvent se permettre d'acheter des voix, ce sont les partis Les gros partis. traditionnels, voilà, les gros partis. Donc, et surtout les divisions entre les différents partis issus des manifestants, en fait, les neutralisent. Donc, en fait, ce qu'il faudrait pour réellement peser, c'est indépendamment de la loi électorale, s'il y a 128 députés, présenter 128 députés représentant les manifestants. Parce que 128 candidats représentant les manifestants. Là, les manifestants pourraient peser. Parce que s'il y a 2000 partis qui présentent chacun leur candidat, ils n'ont aucune chance de s'imposer vis-à-vis des partis traditionnels. Il faut vraiment une espèce d'unification des mouvements, même s'ils ne s'entendent pas sur toutes les idées, parce qu'il y a des groupes vraiment variés. On entend, il y a des islamistes proches des frères musulmans à Tripoli qui descendent dans les rues manifester, et vous avez des partisans des droits homosexuels à Beyrouth qui descendent. Donc, il y a vraiment, c'est aux antipodes. Et donc, on ne peut pas unir ces groupes, mais par contre, présenter 128 candidats face à tous les partis traditionnels, là, il y aurait une chance de peser, peut-être pas pour faire passer les 128, mais pour en faire passer quelques-uns. Mais s'il y a 2000 groupes qui se présentent face à la dizaine de partis traditionnels, ils n'ont Ah aucune non, chance. moi je parle des partis les, les plus connus, quoi. Par exemple, le Bloc national ou ou d'autres. Mais je comprends bien, mais le problème, c'est que au Parlement, en fait, au départ, ils voulaient faire une élection proportionnelle. À la fin, bah, ils ont dénaturé le texte et c'était plus ce qui était prévu, en fait. Ils ont Ils ont amendé. fait, oui, ils ont fait le vote préférentiel, mais le vote préférentiel, il a été fait essentiellement pour assurer comment dire, le fait que les chrétiens puissent élire une bonne partie des députés. Parce que si on avait instauré simplement la proportionnelle au niveau des muhafaza, comme c'était le cas à la base, ça aurait en fait été mauvais pour la représentativité chrétienne. Or, Ouais. le souci que les partis chrétiens, c'est-à-dire le parti du président Aoun et le parti de Sami Jarja et le parti Kataeb ont cherché à avoir, c'est une espèce de représentativité chrétienne quand même plus importante que durant l'occupation syrienne. Donc, ils ont cherché quand même à obtenir un vote préférentiel leur assurant ça. Maintenant, sur le bloc national et les autres groupes même connus issus des manifestants, je ne pense pas encore qu'ils aient une popularité importante. Le bloc national a une écoute auprès d'une certaine élite culturelle, mais au niveau de la population, notamment les classes moins favorisées, et qui sont devenues en fait très nombreuses au Liban, je ne crois pas qu'ils aient pu percer. Et puis pareil, même les groupes gauchisants du type les groupes de Charbel Nahas et autres, eux aussi n'ont pas réussi à convaincre encore les foules. Franchement, je ne pense pas qu'il y en ait un qui, même ceux dont on connaît le nom, ont réussi à gagner réellement en base populaire. Et sans parler de la récupération
de la part des partis traditionnels qui ont essayé d'instrumentaliser et de récupérer Oui, bien sûr. cette grogne populaire. On l'a vu, peut-être que les 2 premières semaines, on sentait ce côté aconfessionnel, apolitique, mais ça a directement été repris et récupéré par les partis majoritairement du 14 mars pour se liguer contre aussi bien le CPL que le Hezbollah. Mais finalement, on a vu que la nomination de Hariri, elle s'est faite par Amal et Hezbollah Ouais, et Hariri et Miati et le Parti ouais, social mais national syrien et le Parti basse. C'est-à-dire, c'est les partis vraiment la traditionnels s'entendent complexité entre eux. libanaise. Voilà, oui, Les mais partis traditionnels s'entendent entre eux pour garder leurs prérogatives, tout simplement. sauf le courant patriotique libre et le Parti des forces libanaises n'ont pas Ils accepté n'ont pas voté. Ouais. la désignation de Hariri. Je ne parle pas des Kataib parce que les Kataib ont démissionné. Hmm. Mais je pense que c'était le tandem chiite a voté tout simplement comme une sorte d'accord, un troc avec le courant du futur en disant bah, on obtient ce ministère-là, donc on vote pour vous. Oui, et puis je pense aussi que les Amal et Hezbollah ont toujours comme idée de calmer les tensions entre les sunnites et les chiites, parce que Hmm. les sunnites et les chiites se battent dans toute la région. Et en Irak, enfin en Syrie, il n'y a pas de chiites, mais il y a les alaouites qui sont proches du chiite, Ouais. etc., etc. Et alors, au Liban, on ne souhaite pas qu'il y ait cet affrontement. Par Hmm. exemple, il y a aussi une crainte en commun qu'ils ont tous, c'est l'intervention turque dont tu as parlé. Et alors, Hariri avait peur en fait de se faire déborder par les Turcs et par les pro-turcs donc, qui soutiennent apparemment son frère Baha, qui soutiennent aussi l'ancien chef des forces de sécurité intérieure, le général Rifi, et, euh, et aussi les frères musulmans Jemaah Islamiyya, et aussi qui ont leur groupe de révolutionnaires qui s'appelle Hmm. les gardiens de la ville, Hiras al-Madina. Bref, Hariri était pour eux une espèce aussi de caution pour calmer le jeu entre sunnites et chiites. Un équilibre, Voilà, parce garder que cet équilibre. c'est ça, parce qu'en fait aussi le Hezbollah ne peut pas se permettre de se battre en Irak, en Syrie, et même avoir le risque d'une guerre avec Israël, et en plus avoir le risque, s'il se dispute avec Berry, Hmm. un conflit avec Berry. Il ne faut pas oublier que durant la guerre entre 88 et 90, pendant que côté chrétien, on et Jarja se Hmm. Il y battaient, a eu Amal et des Hezbollah affrontements se interchiites. battaient. Voilà, il y a eu 2000 morts, plus de morts Ouais. qu'entre on et Jarja. Et, euh, et donc, ils ont également peur d'un affrontement avec les sunnites et l'intervention peut-être même de Daesh, Al-Qaïda en provenance de la Syrie, une ingérence turque, parce qu'il y a eu aussi quelques problèmes dernièrement, si vous avez suivi les quelques problèmes sécuritaires au Liban qui ont repris, commis par Al-Qaïda et Daesh. Hmm. Donc, Merci bien. Hariri, c'est pour calmer. Merci bien. Je vais devoir arrêter le webinaire. Je voulais tout d'abord, avant de vous quitter, bah, déjà, on vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Et je tiens également à remercier tous les participants qui ont suivi notre webinaire ce soir. Merci Merci bien. beaucoup, Tarek. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à vous. Au revoir. Bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Ah.